Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et en marge de la 9e édition du Makutano, nous avons le privilège d'accueillir ici l'administrateur directeur général de BGFI Banque, République démocratique du Congo, Monsieur Francesco de Musso. Monsieur de Musso, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à nos questions sur Vox Africa. Merci de m'inviter. Alors, la première question, que fait BGFI ici, au Makutano? Mais écoutez, BGFI Banque est présent au Makutano en tant qu'ambassadeur de la République démocratique du Congo, ambassadeur du secteur privé, tout simplement parce que le Makutano est un événement qui regroupe le monde des affaires. Et nous avons eu l'opportunité aujourd'hui d'accompagner le Makutano hors de nos murs, hors de nos frontières. Et il appartenait à un groupe comme BGFI Banque, à la fois en tant que Congolais, mais aussi en tant que banque panafricaine, d'être présent pour pouvoir porter haut les couleurs du secteur financier africain, ici à Abidjan. Alors, on a beaucoup parlé au cours de ce Makutano du financement, qui semble être, si vous voulez, le point d'achoppement. On parle de développement de l'Afrique, on parle de créer des champions africains. D'ailleurs, le président honoraire du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a beaucoup insisté là-dessus. Mais il semble que tout ça n'est possible que si on a des véritables institutions financières africaines. Alors, comment est-ce que BGFI se positionne par rapport à cela? Mais écoutez, nous, BGFI Banque, nous sommes, comme je le disais, une banque panafricaine. Notre ADN, il est africain. On est né en Afrique, nous travaillons en Afrique et nous resterons résolument en Afrique. Et donc, il est important d'intégrer qu'en tant que banque panafricaine, nos marchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont des marchés africains. Ce qui veut dire que notre appétit, il est africain. Notre métier de base, c'est financer et accompagner les économies africaines. Et dans chaque pays où nous sommes présents, nous apportons notre expertise financière pour pouvoir faire en sorte que les projets soient bancables, finançables. Le financement, c'est deux sujets. C'est la collecte des ressources et c'est l'accompagnement des acteurs privés. Sans collecte de ressources, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Et sans expertise, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Et donc, il est important dans chacun des métiers, en fonction de la structure des économies de chaque pays, de comprendre ces marchés et de pouvoir adapter ces financements aux marchés. Et je fais en particulier référence aux secteurs qui lead la croissance dans ces économies et aussi aux acteurs de toute nature, quelle que soit leur taille. Et ça, un groupe étranger qui ne connaît pas le pays ne pourra pas être en mesure d'accompagner les acteurs financiers, les acteurs économiques locaux, sans cette expertise, et il est important de l'avoir. Alors moi, j'ai eu l'occasion de discuter justement avec des capitaines d'industrie africains, avec aussi des promoteurs de PME et même de TPME qui se plaignent toujours de l'accès au financement. Il y a une légende, vous me direz si c'est le cas, en Afrique notamment centrale, dans laquelle se trouve la RDC, qui voudrait que les banques soient surliquides, mais ne font pas suffisamment de crédit. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais écoutez, le métier de banque est un métier qui est réglementé. Donc que l'on soit sur liquide, c'est normal et c'est même souhaitable. Pour pouvoir être solide, nous répondons essentiellement à un certain nombre de ratios. Des ratios de solvabilité par rapport à nos fonds propres, des ratios de liquidité par rapport à la liquidité disponible. N'oublions pas que ce que l'on prête vous appartient. Ça n'est pas l'argent de la banque. Notre métier, comme je le disais, c'est collecter des ressources. Ce sont les ressources des particuliers, des entreprises, des ménages. Et c'est cet argent que nous prêtons aux acteurs économiques. Et donc, ça appelle à une certaine prudence, au respect de la réglementation, puisqu'on se doit d'être plus liquide par rapport à ce que l'on finance. Voilà. Donc, c'est avant tout un sujet réglementaire. Mais le véritable enjeu pour nous, c'est de collecter davantage, c'est de mobiliser davantage de ressources si l'on veut financer davantage. Et ça, c'est notre métier de banque, c'est notre présence, c'est la lutte par rapport au secteur de l'informel, c'est toutes les technologies, les innovations que nous faisons au quotidien pour pouvoir étendre la collecte des ressources. Aujourd'hui, on estime à peu près à 25% du PIB, en Afrique subsaharienne, les ressources qui sont collectées et mobilisées par les banques. Ça veut dire qu'il reste 75% de ressources à aller chercher. Et ça, c'est vraiment le défi de demain, parce que plus on élargira cette assiette en matière de collecte, plus on sera en mesure de financer de nombreux projets. Alors pourquoi, selon vous, il y a cette réticence
ou alors cette résistance? On parle justement là du taux de bancarisation qui reste très faible en Afrique. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on n'aime pas, entre guillemets, la banque en Afrique? Alors, il y a plusieurs sujets dont vous parlez. Je ne pense pas qu'il y ait une réticence au secteur bancaire. Par contre, il y a une accessibilité au secteur bancaire qui rend difficile la bancarisation. On parle souvent du taux de bancarisation qui est très faible dans nos économies. Il faut dire les choses. Tout le monde n'est pas bancarisable. Est-ce que tout le monde paye des impôts? Est-ce que tout le monde est déclaré? Est-ce que tout le monde a des revenus? La réponse est non. Donc on ne peut pas bancariser 100% des personnes si elles n'ont pas de revenus et si elles n'ont pas besoin des services bancaires. Et donc le véritable sujet, c'est comment on diversifie nos économies, comment on crée des emplois. Et c'est ce mouvement général qui va faire en sorte que le taux de bancarisation va s'améliorer. On ne peut pas démarrer de la bancarisation et arriver à une croissance économique. Non, ça marche dans l'autre sens. Il faut d'abord une vision, il faut des programmes, il faut des fondamentaux, il faut une dynamique. Et puis, une fois que cette dynamique est en marche, le taux de bancarisation n'est que la conséquence de cette dynamique. Il faut contribuer aujourd'hui à sortir les gens de l'informel. On sait que dans tous les quartiers, dans tous les environnements, dans nos pays, il y a de l'argent, il y a des échanges économiques qui se font. Ouais. Mais ces échanges ne sont pas déclarés aux impôts, ils ne sont pas déclarés dans les banques, ils ne sont pas traçables. Et c'est là que, notamment, la digitalisation fait que nous, banques africaines, sommes des acteurs clés et très en avance par rapport au monde, puisqu'en fait, on a été en mesure d'innover et d'inventer des mécanismes qui permettent aujourd'hui de capter ces flux. Maintenant, il faut faire en sorte que ces flux restent dans les banques pour qu'on puisse les mobiliser et en faire des financements. Aujourd'hui, ce sont des flux qui rentrent et qui sortent, mais tout l'enjeu, c'est de voir dans quelle mesure le citoyen lambda, qui a 5, 10 dollars dans son portefeuille, peut aujourd'hui accéder à des mécanismes financiers et puis garder ces 5 dollars. Parce que 5 dollars multipliés par 100 millions d'habitants, mais est-ce qu'il y a justement, M. Demousso, la possibilité, on sait, vous parlez beaucoup du secteur informel, que la plupart des gens qui sont dans ce secteur-là vivent au jour le jour, donc n'ont pas souvent la possibilité d'épargner. Ils travaillent au quotidien pour avoir de quoi manger et de quoi régler leurs problèmes au quotidien. Est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Bien sûr. Alors, absolument pas, parce que le secteur informel, c'est comme son nom le dit, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais je peux vous assurer qu'une grosse partie du secteur informel en Afrique correspond aux gens dont vous parlez, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de revenus. Mais moi, quand je parle d'informel, je parle de flux économiques, c'est-à-dire des gens qui ont une activité. Et quand on parle des femmes au marché, quand on parle des commerçants qui sont capables de payer des avions, aller à Dubaï, faire des courses, tous ces gens-là sont dans l'informel. Et là, il y a du flux, il y a de la richesse, il y a de l'économie. Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour capter ces flux-là. Alors, croyez-moi, même une grande partie des entreprises qui sont dans le secteur formel ne déclarent pas tout. D'accord ? Et donc, il faut des politiques économiques, fiscales, qui incitent les gens. Et vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour justement capter cette part de ressources qu'on retrouve dans le secteur informel? Quelle est la dynamique que vous avez eu à mettre en place pour régler ce problème? Alors nous, notre objectif en tant que banque, comme je le disais, c'est collecter davantage pour prêter davantage. Si on ne prête pas, on ne vit pas. Et si on ne collecte pas, on ne peut pas prêter. Et donc on travaille à deux niveaux. Le premier niveau, c'est contribuer à la bancarisation. Et donc pour ce faire, on étend notre réseau d'agences, ce qu'on appelle le maillage en termes bancaires. C'est comment on s'assure d'être au plus près des clients et des populations, là notamment où il y a des intérêts économiques. Et donc ça peut se faire au travers d'agences ou de guichets bancaires. Dès qu'on a connaissance d'une entreprise, on essaie d'être présent pour pouvoir capter ces flux-là. Et ça, ce sont des investissements qui concernent la banque. Là, on ne parle pas d'investissement public. C'est la première démarche que l'on fait, c'est capter les flux, les échanges économiques en étant présent localement. La deuxième démarche, elle est sur, comme je le disais, la financiarisation. C'est comment on peut utiliser le digital pour pouvoir capter ces flux. Il y a des zones, si je prends le cas de la République démocratique du Congo, le pays est extrêmement grand, on ne peut pas être présent partout. Et donc on travaille, on réfléchit sur le lancement de produits digitaux qui permettent donc aux particuliers de pouvoir se connecter à distance, puisque quasiment tout le monde a accès à un téléphone. Et l'objectif, c'est de voir comment on peut bancariser ces gens sans qu'ils aient à se déplacer. Comment ils peuvent épargner sans qu'ils aient à se déplacer. Et donc là, ça appelle à beaucoup d'innovation,
notamment en intégrant ce que les opérateurs de téléphonie mobile savent faire. Et donc, tout l'enjeu est de voir comment, entre banques et opérateurs de téléphonie, on peut offrir des services financiers qui sont capables, voilà, d'attirer ces flux aujourd'hui qui sont sous le matelas. L'idée, c'est de les emmener, pas dans le téléphone, mais pas loin, à la banque via le téléphone. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. On travaille essentiellement sur ces deux sujets. Alors, je voudrais qu'on sorte un peu en parlant des choses un peu plus globales, parce qu'on est ici au Makutano où on parle d'Afrique, on parle de financement de l'économie africaine de manière générale. Et je voudrais savoir, les banques africaines ou panafricaines comme les vôtres, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés? Parce qu'on voit très bien que votre poids dans le financement de l'économie africaine est encore très marginal. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, les freins, ils sont nombreux. Ce sont les freins classiques qu'un acteur en développement rencontre. Il y a la concurrence, déjà. Mais la concurrence, c'est bon, c'est sain. Ça nous permet de nous inventer, de nous réinventer. Et donc ça, c'est le frein qui est le frein du marché. C'est le principal frein. C'est comment on fait pour être le plus innovant, comment on fait pour être le plus compétitif, le plus attrayant, pour pouvoir attirer les clients. Mais celui-là n'est pas réellement un frein. C'est plus quelque chose qui nous motive et qui nous permet d'avancer au jour le jour. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, une sorte de frustration de votre part? Parce que le marché africain, en priorité, doit appartenir aux Africains. Il devrait avoir une forme de préférence, en réalité, pour des empires africains. Est-ce que vous ne sentez pas une forme de frustration par rapport à ce que vous appelez très gentiment la concurrence? Non, du tout. Aujourd'hui, les groupes panafricains sont en plein développement, en plein essor. Bien au contraire, toutes les grandes multinationales aujourd'hui quittent notre continent. Mais ça n'est pas un mouvement récent. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on entend parler de groupes français, groupes bancaires, français, américains, qui viennent, qui repartent tous les 15 ans, tous les 20 ans. Et comme je le disais au début, c'est un problème d'expertise et de connaissance de nos marchés. Il n'est pas possible de venir financer nos économies avec des modèles qui sont déjà existants et établis. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que ces groupes viennent et repartent. En revanche, il y a plusieurs décennies, il n'existait pas de BCFI Bank, il n'existait pas d'EcoBank, il n'existait pas d'autres concurrents que je ne citerai pas. Et si vous regardez la taille de bilan de ces groupes panafricains, elle est en plein essor. Et le marché est devant nous, j'ai envie de dire l'avenir est devant nous. J'ai extrêmement confiance en ces groupes, parce qu'en fait, c'est les seuls qui savent allier le risque local avec les best practices à l'échelle internationale. Et ça, c'est un gage de succès et de réussite, à la fois pour nos économies, mais aussi pour les banques que nous représentons. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de frustration. Alors, il y a évidemment des pressions politiques, comme je le disais, par rapport à la concurrence. Pour se développer, autant on sait faire facilement le développement sur nos marchés locaux. Maintenant, une banque, ça a vocation à relier un marché, un pays avec l'international. Et donc là, il peut y avoir des sujets de réglementation, de lobbying, sur lesquels on peut nous ralentir. Personne ne nous empêchera d'avancer, mais on peut nous ralentir. Justement. Et donc là, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on ait le soutien de nos pouvoirs publics et surtout de nos régulateurs. Parce qu'il n'y a pas de financement sans réglementation. Et il faut qu'il y ait un alignement parfait entre les autorités qui nous représentent et nous qui sommes sur le terrain, si on veut faire avancer nos économies. Alors, est-ce qu'il y a d'autres freins? Parce que là, vous avez parlé de ce frein de la concurrence en expliquant. Est-ce qu'il y a d'autres freins que vous pouvez relever? Oui, notre quotidien, c'est relever des défis. Je veux dire, quand vous entendez les groupes étrangers vous dire « l'Afrique est risquée », et que nous, on finance l'Afrique au quotidien, c'est un défi. Mais je vous assure, l'Afrique n'est pas plus risquée que le reste du monde. Et quand on entend parler des plus grosses faillites dans le secteur financier, elles n'ont pas lieu chez nous. Donc, mais nous, on peut se permettre d'en parler très ouvertement parce qu'on connaît nos marchés. Et tant mieux à la limite, puisque nos marchés sont en pleine croissance. Ils sont déjà le futur de l'avenir, si je puis dire, et nous y travaillons au jour le jour. Ce sont des défis qui sont extrêmement passionnants. Mais encore une fois, dès qu'on sort de nos frontières, il nous faut l'appui et le soutien de nos autorités. Les autorités réglementaires, de nos autorités politiques. Vous insistez là-dessus, ça veut dire que ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas suffisamment le cas. C'est pas suffisamment le cas.
Nous, en tant qu'acteurs privés, on établit des passerelles entre les acteurs financiers pour nos clients. Je prends l'exemple concret d'un client qui est en Côte d'Ivoire, qui veut venir s'installer en République démocratique du Congo. Il toque la porte de BGFI RDC. Sur la base de sa relation initiale, nous allons évidemment l'accompagner comme s'il était client d'une seule et unique banque, c'est-à-dire le groupe BGFI Bank. Bien sûr. Ce client, lorsqu'il a un transfert à faire ou lorsqu'il a besoin d'un financement, on ne peut pas lui dire qu'il y a des contraintes réglementaires pour ne pas l'accompagner. Donc, on sait établir des passerelles, on sait lui offrir des produits. Parce que la finalité, c'est qu'il puisse obtenir son financement pour se développer. Bien sûr. Mais derrière ce produit, derrière ce financement, il y a toute une technique, il y a toute une expertise derrière qui fait que, et vous le savez aussi bien que moi, quand vous voulez faire un transfert entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a toute une panoplie technocrate, bureaucrate, administrative qui est derrière. Bien sûr. D'accord ? Et souvent, on décrit l'efficacité des banques sans savoir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, il y a des accords de couverture, c'est-à-dire quand vous faites un transfert, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest doit émettre un accord, et sur la base de cet accord, on peut utiliser les devises de la Banque centrale pour pouvoir exécuter ce transfert. Un groupe panafricain comme le nôtre, nous avons aujourd'hui la possibilité de faire ces opérations sans passer forcément par ces mécanismes classiques traditionnels. Tout simplement parce que notre présence multi-pays fait que nous faisons des mises à disposition. Nous pouvons aujourd'hui délivrer du dollar en RDC à un client en RDC, alors que l'ordre part de BGFI Bank Côte d'Ivoire. Donc ça peut être une opération de change. Et donc voilà, on a plusieurs types d'opérations et de solutions de ce type-là. Mais encore une fois, derrière, ça appelle à une technique, à une expertise. Et ce sont des freins réglementaires qui empêchent de pouvoir généraliser à grande échelle ces flux financiers. Mais on a des solutions et on sait y répondre. Alors pour terminer, je pense que ce que vous essayez de dire, sans peut-être le dire, c'est qu'il faut une véritable refonte du cadre réglementaire pour fluidifier justement le système bancaire en Afrique, notamment en Afrique centrale. Alors, je pense qu'il est difficile de tout généraliser. La solidité des banques est un élément clé. Donc, aujourd'hui, toutes les réglementations ont vocation, avant tout, à assurer la solidité des secteurs bancaires. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir des banques solides si on n'a pas une économie qui peut prospérer? Exactement. Ouais. Donc maintenant, il ne faut pas renoncer à ces aspects réglementaires en matière de solidité. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est intégrer nos spécificités si on veut booster nos économies. Je prends un exemple concret en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, il y a un ratio qui s'appelle la division des risques qui permettait aux banques de financer jusqu'à 75% de leurs fonds propres un client. Donc imaginez une grosse infrastructure routière. J'ai 100 de fonds propres, je peux financer 75 sur cette route. Avec les nouvelles réglementations, on est passé à 25%. Donc ça veut dire que la même route qui coûtait 75, la même banque ne peut se limiter à 25. Est-ce que vous imaginez l'impact économique dans lequel nous sommes aujourd'hui pour pouvoir continuer à financer ces infrastructures et ces projets? Clairement, ça va avoir un impact sur le volume de crédit offert par les banques, tout simplement parce que ma capacité à accompagner un projet est limitée. C'est une bonne chose pour assurer la solidité des banques, mais c'est une moins bonne chose pour pouvoir booster l'économie. Alors évidemment, il existe des mécanismes de contrat garantie, des mécanismes d'assurance. C'est pour ça que je parlais d'expertise et de technique. Ouais. Ça ne veut pas dire que nous allons renoncer à financer les économies. Ça veut juste dire qu'il faut une période d'ajustement, comme dans tout choc. Il faut une période d'ajustement qui fait qu'on risque de prendre un peu de retard pour pouvoir ajuster notre organisation et pour pouvoir continuer à faire ce qu'on sait faire. Alors, ma dernière question, c'est qu'on est dans un continent qui a quasiment besoin de tout, qui a besoin d'aller vite, qui est très en retard. Et là, vous évoquez justement tout un mécanisme de lenteur qui freine. Est-ce que malgré ça, vous restez quand même optimiste? Parce que quand on vous limite, il est clair que cela donne la possibilité aux États, par exemple, d'avoir des excuses pour aller chercher ailleurs en disant bah, « écoutez, BGFI, on veut bien, mais comme vous ne pouvez pas parce que
vous êtes obligé de vous arrêter à 25%. On va peut-être vous amener à vous mettre ensemble, ou alors on va être obligé d'aller chercher les eurobonds parce que malheureusement les banques locales n'ont pas la surface financière. Est-ce qu'avec tout cet environnement-là, vous avez quand même espoir qu'on va faire bouger les lignes en Afrique? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes convaincus que face à un problème local, une solution locale s'impose. La solution n'existe pas ailleurs, elle existe localement. Nos marchés sont liquides. Nos marchés disposent des ressources nécessaires pour financer nos économies. Personne d'autre ne viendra le financer. L'exemple que vous évoquez des eurobonds est extrêmement intéressant, puisque il y a quelques années, c'était la grosse mode de lever des fonds sur les marchés internationaux. Et on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de nos États sont surendettés parce que les taux sont montés. Et ce qu'on avait oublié de voir à l'époque, c'est que les taux d'intérêt étaient plus faibles que les taux d'intérêt offerts par les banques commerciales dans nos pays, mais ils étaient à taux variable. Justement. Donc la conjoncture internationale ayant changé, le coût de la ressource et de ses financements est plus élevé. Donc vous voyez que de quelque chose qui pouvait être une solution, on a généré un autre problème parce qu'on n'a pas voulu chercher localement la solution. Et aujourd'hui, nos États sont surendettés, payent des taux d'intérêt à plus de 10%, sur des ressources qui n'étaient pas chères hier, tout le monde était content. Mais comme nous sommes dépendants de la conjoncture économique internationale, parce qu'on n'a pas regardé localement, ben ça nous coûte cher. Et donc, nous, on est extrêmement optimistes, parce que tous les jours, on apporte des solutions locales à des enjeux locaux. Encore une fois, parce qu'on connaît nos marchés, parce qu'on n'a pas d'autres marchés, et parce qu'on est obligé de faire en sorte que ça réussisse. Avec le soutien des partenaires, que ce soit l'État, les autorités, les clients, tout notre écosystème économique, si on pense africain, si on pense panafricain, on trouvera des solutions. Nous avons l'expertise qu'il faut et nous avons surtout les moyens d'y parvenir. J'ai évoqué tout à l'heure le digital. Nous sommes extrêmement en avance en Afrique. Aucun continent au monde n'a pu inventer ce que nos amis kenyans ont mis en place. Justement. Et donc, pour pouvoir y parvenir, les Kenyans ont dû renoncer à un certain nombre de normes internationales. Parce qu'à l'époque, c'était jugé complètement fou de pouvoir accepter que... D'ailleurs, on avait prédit que ça ne ferait pas long feu. Exactement, exactement. On a dit que ça ne marcherait pas, que c'était scandaleux, que ça posait des problèmes de blanchiment. Mais aujourd'hui, c'est devenu une norme. D'accord ? C'est devenu une norme sur notre continent. Une grosse partie des échanges économiques dans nos pays passe par ces opérateurs de téléphonie mobile qui ont trouvé une solution technologique à un problème de fond. Ça n'est pas la technologie la solution. C'est d'abord le problème de fond et on adapte la technologie. En matière bancaire, c'est pareil. La réglementation n'est pas le problème. D'abord, on regarde ce qu'on veut faire et on utilise la réglementation pour y parvenir. Et on fait éventuellement du lobbying pour y parvenir. Donc, il ne faut pas voir la réglementation comme étant un frein. Pour nous, c'est quelque chose qui nous pousse. Mais ça l'est quand même, parce que je veux dire, dans les autres parties du monde, on voit très bien comment les réglementations sont incitatives, on voit très bien comment on fait des réformes réglementaires pour adapter les entreprises à la compétition du marché, parce que comme vous l'avez dit, on est dans une compétition, on est dans la jungle, vous êtes en concurrence avec des multinationales qui n'ont pas les mêmes freins à leur niveau que les vôtres. Donc je pense que finalement, il faut régler, si vous me permettez la tautologie, régler la réglementation. Tout à fait. Il faut savoir utiliser la réglementation pour ses intérêts. L'exemple le plus parlant, c'est le ralentissement économique mondial dans le cadre, au cours de la période de la Covid-19, par exemple. Oui. Mais écoutez, comment ont fait les Européens ? Ils ont soutenu leur économie à coup de création monétaire. Bien sûr. Voilà, ils ont adapté la réglementation par rapport à leurs besoins. Nous, sans l'avoir fait, nous sommes restés positifs. Nous avons continué à avoir des économies en croissance. Alors imaginez si on est en mesure d'aligner notre réglementation à nos besoins, on irait encore plus vite. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la réglementation n'est pas un frein, mais elle doit être davantage un atout pour nous pour aller plus vite. Monsieur Demousso, merci beaucoup. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Francesco Demousso, qui est l'administrateur directeur général de BGFI Banque République démocratique du Congo. BGFI, comme vous le savez, est un grand groupe bancaire panafricain et nous étions en marge de la 9e édition de Makutano ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Prenons rendez-vous très prochainement sur Vox Africa. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.